Dans cette salle, pour cette rencontre avec le Premier ministre et le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, une rencontre d'échange et de partage sur la situation politique en Côte d'Ivoire, donc l'actualité en général. Il vous fera une introduction de cette situation et la parole vous sera donnée pour vos questions, vos préoccupations, afin qu'on puisse avoir cette interaction. En tout cas, merci d'être venu. Ces élections interviennent dans un contexte quelque peu préoccupant, dans la mesure où, malgré les chiffres, disons, d'auto-célébration sur la croissance évoqués par le gouvernement, la situation sociale est préoccupante. Il y a beaucoup de pauvreté, l'école est en faillite, les hôpitaux ivoiriens sont devenus des mouroirs, les jeunes sont massivement rejetés dans la rue sans emploi, l'enseignement supérieur est en lambeaux, et c'est tout ce contexte-là qui constitue une grave pesanteur sur la situation politique. Ensuite, cette situation politique elle-même, elle est en pleine déconstruction, reconstruction. C'est un moment particulier de l'histoire de notre pays et les choses semble évoluer vers un nouveau contexte qui sera totalement différent de ce que nous avons connu depuis 1980. Anarchique des terres de l'Ouest. Et en général, tous ceux qui viennent, qui sont souvent issus du Mali, du Burkina Faso ou des pays limitrophes, ils viennent, en fait, c'est pour s'enrichir le plus rapidement possible. Donc parfois en utilisant une main-d'œuvre composée d'enfants qu'ils font venir de leur pays d'origine. Et ce sont ces enfants qui participent parce qu'en général, toutes ces populations sont dans la cacaoculture. Voilà. Et c'est ainsi qu'il y a eu donc un grand nombre d'enfants qui ont servi dans les plantations et qui continuent de servir parfois clandestinement dans les plantations. Donc ce n'est pas une politique délibérée d'un gouvernement. Mais je crois que c'est l'illustration de parfois l'incapacité de l'État à contrôler justement les mouvements de population sur son territoire. Donc, la solution pour mettre fin à cela, c'est vraiment la maîtrise de l'immigration et la maîtrise du mouvement des populations sur le territoire ivoirien, la maîtrise des activités des populations sur le territoire national. Donc, c'est une question qui interpelle la gouvernance globale du pays. Voilà. Comment on s'organise pour gouverner ce pays de façon, je dirais, responsable, de façon saine, et que le gouvernement contrôle le mouvement. Ici, en Europe, quelqu'un qui arrive dans une ville, le même jour, il est connu des autorités municipales. On sait que celui-là, à tel numéro, il y a quelqu'un qui est venu, qui va s'installer, qui sera employé dans telle entreprise, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on ne contrôle rien. Donc, quand on ne contrôle rien, on ne peut pas assurer la sécurité des uns et des autres. Les gens vont et viennent de façon anarchique. Et quand ils arrivent dans un endroit, si ce ne sont pas des gens de bonne moralité, ils peuvent commettre des crimes et puis disparaître. Des gens mènent des activités de façon informelle, de façon clandestine, à l'insu des autorités. Ils peuvent même produire de la drogue pendant des années sans que les gens le sachent, dans un coin du territoire, dans un campement isolé. Donc c'est tout cela qu'il faut organiser et, comme je l'ai indiqué, tout cela interpelle la gouvernance du pays. Il faut structurer l'organisation du pays. C'est une dimension que les États africains ont minimisée quand on a accédé à l'indépendance. Contrôler le pays. Ne serait-ce que même adresser les rues. Aujourd'hui, on est dans un pays où, quand vous voulez indiquer où vous habitez, vous dites, vous allez au carrefour, quand vous arrivez sur le gros fromager, là, vous prenez à droite, devant, il y a un maraca qui vend du gâteau. Alors, c'est pas de cette façon-là. Si vous donnez ces informations à comment on appelle le système, le GPS, il peut pas se retrouver. Il ne peut pas se retrouver. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut adresser toutes les rues. Il faut immatriculer
toutes les résidences. Il faut immatriculer toutes les plantations. Il faut savoir à qui appartient tel mètre carré de terre. C'est-à-dire délivrer des titres fonciers à tout le monde. C'est-à-dire 322 000 km² du territoire doivent être identifiés et chaque mètre carré, on doit savoir à qui ça appartient. Si c'est à l'État, si c'est à M. X, si c'est à une entreprise, tout ça, cela doit être connu. Ce sont des choses que nous n'avons pas priorisées au départ, mais qui apparaissent aujourd'hui comme des freins au développement et comme des sources d'insécurité et je dirais même de criminalité. Donc c'est tout cela qui pourra permettre de mettre fin à ce phénomène. Par exemple, ces exploitants agricoles, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas immatriculés. Ils font des tonnages importants. Ils brassent des dizaines, voire des centaines de millions, mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas fiscalisés. Le gouvernement se contente d'aller au port pour prélever ce qu'on appelle le DUS, droit unique de sortie, sur leur production. Donc eux tous, ils mettent leur production ensemble et le gouvernement prélève sur cette production un droit de sortie puisque c'est exporté et ils se contentent de ça. Ça veut dire que, est-ce que dans cette centaine de milliards, quelle est la part que M. Y a apporté, M. X a apporté, etc. Ce n'est pas important pour l'État. Alors qu'on aurait pu demander à chaque planteur de payer son impôt. De cette façon, on gère les gens de façon individualisée et on peut savoir donc comment ils mènent leurs activités. On peut leur demander d'établir un bilan à la fin de l'exercice. On peut moderniser les exploitations. Mais pour le moment, tout est dans l'informel. Et donc, c'est l'informel aussi qui ouvre la porte à la criminalité, notamment au travail des enfants. Et si on veut sortir de là, il faut donc moderniser les choses. Maintenant, comment nous pouvons l'Internet, si le système, si l'université ne peut pas accéder aux informations par le réseau. Donc, cet ensemble d'éléments, nous allons y consacrer les moyens qu'il faut. Évidemment, tout cela avec ceux qui sont dans l'enseignement supérieur. Il faut aussi décentraliser l'université. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas compter seulement une grande ou deux grandes universités. Il faut que chaque région dispose d'une université. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'intérieur, il y a des lycées partout. On est même au stade maintenant des collèges de proximité. C'est-à-dire qu'il y a de gros villages qui ont maintenant des établissements d'enseignement secondaire. Ça veut dire qu'il y a une population, disons, scolaire suffisamment importante pour que chaque région dispose d'une université. Donc ça, ce sera aussi une dimension importante. Il faut ensuite booster la recherche. Parce que l'université, non seulement doit être un centre de recherche, mais aussi doit être ouverte sur le monde du travail, sur le monde professionnel. En Côte d'Ivoire, il y a trop de déconnexion entre l'université et les entreprises. Cette déconnexion fait qu'on peut produire des diplômés qui n'ont aucune capacité opérationnelle, qui ne peuvent pas trouver un poste d'emploi dans une entreprise. Il faut une connexion. Et que même des chefs d'entreprise puissent donner des cours à l'université. Et que des étudiants aient même des contrats avec des entreprises pour aller faire des stages annuels et pouvoir être même recrutés à la sortie de l'université. Donc il y a une connexion qu'il faut établir entre le monde du travail et l'université pour que des filières universitaires même soient créées pour répondre aux besoins de l'économie nationale, au lieu de produire ou de former des étudiants qui n'ont aucune connexion et qui vont se retrouver au chômage parce que la formation qu'ils ont reçue n'est pas demandée dans le monde du travail. Donc il y a trois dimensions de la réforme qu'il faut mettre. Une dimension qui touche aux infrastructures et à l'extension des universités sur l'ensemble du territoire pour rapprocher l'université des étudiants. Des étudiants d'Europe qui doivent aller jusqu'à Abidjan parce que c'est la seule université qui est présente dans un rayon de 600 km. Je considère cela comme un drame après plus d'un demi-siècle d'indépendance. Il faut qu'à proximité, à au moins de 100 km de chaque lieu, il y a une université où tous les étudiants, tous les élèves de cette région peuvent aller. Et que ces universités-là aussi soient centrées sur les potentialités de la région. Aujourd'hui, on a une région agricole, il faut développer des filières centrées autour de l'agriculture. Dans les régions minières comme Mans et autres,
développer des filières centrées sur la géologie, sur les mines, etc. Des régions touristiques, à San Pedro, à Grand Laou, développer des filières universitaires centrées sur le tourisme et les services. Et donc, c'est tout cela qui doit être d'abord la première dimension. Et puis ensuite, comme je l'ai indiqué, la révision des programmes pour les adapter aux besoins actuels de l'économie nationale et l'interconnexion entre l'université et le monde du travail pour que l'université soit véritablement au service du développement national. Maintenant, le franc CFA. Le franc CFA est mort. Voilà. Je suis personnellement, je comprends la position de ceux qui fantasment sur le franc CFA. Parce que le franc CFA est devenu, pour certains, une façon de montrer qu'ils sont, disons, des leaders politiques attachés à la souveraineté nationale. Voilà. Et le franc CFA est le thème qui peut permettre à chacun de montrer combien de fois il est soit panafricaniste ou bien souverainiste. Mais le franc CFA est mort. Parce que la vie du franc CFA est liée, je dirais, à la période post-coloniale, pour ne pas parler de néocolonialisme. Cette vie est liée à la période post-coloniale. Or, aujourd'hui, l'Afrique évolue vers l'intégration. Nous venons même au niveau de l'Union africaine de mettre en place la zone de libre-échange continentale. Nous, les Africains, évoluer maintenant vers la création, sur une base démocratique, d'un Parlement africain. Et ces institutions existent au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, notre ambition, c'est que dans les meilleurs délais, nous ayons une monnaie commune de la CEDEAO. Mais cette monnaie commune sonne la disparition naturelle automatique du franc CFA. Une monnaie commune avec le Nigeria, avec le Ghana, avec la Guinée qui ont leur monnaie propre, plus les pays membres de l'UEMOA qui ont le franc CFA, c'est une nouvelle monnaie. Donc le franc CFA va disparaître naturellement dans le processus de développement de la sous-région africaine. Naturellement. On ne va pas l'assassiner. Il va mourir de sa belle mort parce qu'il correspond à une époque et aujourd'hui nous sommes dans une autre époque. C'est pour cela qu'il ne faut pas fantasmer sur cette monnaie et même en faire un thème de discorde, un thème d'affrontement. Parce qu'il n'y a pas d'affrontement à organiser. Il y a une transition à opérer. Et le monde doit évoluer de cette façon. Et nous les Africains, c'est ça qui est notre vrai problème, c'est souvent d'inscrire toujours notre évolution dans un contexte d'affrontement, dans un contexte de polémique. Non, on évolue, c'est parce que c'est comme votre fils qui, à un certain moment, quitte naturellement la maison pour aller fonder sa propre maison, pour aller se marier. Est-ce qu'il fait palabre avec son père avant de quitter? Ou bien est-ce qu'il est obligé de casser tout à la maison avant de quitter? Le moment est venu pour lui de ne plus d'avoir une maison, et son papa même peut l'aider à avoir cette maison et organiser son mariage. Et naturellement, il vole de ses propres ailes. C'est dans ce contexte-là que se situent tous les pays dans l'histoire qui passent d'une situation de dominer, de coloniser, à une situation d'indépendance et peut-être de souveraineté, et parfois même prendre le dessus sur ceux qui les dominaient hier. Donc, moi, je suis serein, comme d'habitude, vis-à-vis de ces questions, parce que je sais que le franc CFA, là, il va mourir de sa belle mort. Et puis, les Africains, dans le cadre de leur stratégie de développement, vont mettre en place une nouvelle monnaie avec les autres pays de la sous-région, et puis continuer à coopérer avec le monde de la finance internationale sur d'autres bases que celles qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui est un pays essentiellement agricole. Et non seulement le pays est agricole, mais cette agriculture repose sur le couple café-cacao. C'est une économie donc fragile,
parce que dépendante des termes de l'échange. Voilà. Quand ces termes se dégradent, automatiquement le pays là bascule dans la crise économique. Et c'est ce que nous avons connu par le passé. Il faut donc sortir de cette situation, parce qu'on ne peut pas bâtir un grand pays sur la base de l'agriculture. L'agriculture ne peut pas être le secteur majoritaire dans une économie moderne. Quand vous prenez les économies occidentales, l'agriculture représente moins de 2% du produit intérieur brut. Vous prenez la situation en Côte d'Ivoire, l'agriculture représente moins de 2% du produit intérieur brut. Donc un pays développé n'est pas un pays qui est dominé par l'agriculture. L'agriculture est présente. Et d'ailleurs, vous le voyez bien qu'ici, l'État est obligé de subventionner les producteurs agricoles. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui apportent de la richesse à la nation. C'est la nation qui les soutient financièrement. Parce qu'ils existent, parce qu'ils constituent une histoire du pays, et parce qu'il faut donc leur garantir un niveau de vie acceptable. Et parce qu'on a besoin aussi de l'agriculture, puisque c'est l'agriculture qui nourrit quand même la population. Sinon, l'économie, c'est d'abord l'industrie et les services. Et dans un pays comme la France, les services représentent autour de 60% du produit intérieur brut, et puis le reste, c'est l'industrie. Donc si nous voulons devenir une grande nation, sur tous les plans, il faut d'abord que nous réformions totalement notre économie. Ensuite, cette économie ivoirienne, elle est dominée aussi, en dehors, au plan structurel, de son orientation agricole, par le secteur informel. Et c'est là le gros problème. Un pays de près de 26 millions d'habitants, il y a moins d'1 million de personnes qui sont dans le secteur moderne. C'est-à-dire qui ont un emploi salarié, soit dans l'administration, soit dans une entreprise privée connue. Moins d'1 million. Sur près de 10 millions d'actifs, c'est-à-dire des gens qui sont en âge de travailler, il y a seulement 1 million qui travaillent dans le secteur moderne. Ça veut dire 9 millions de personnes qui sont dans l'informel. C'est le défi. Quand ils sont dans l'informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur activité n'est pas comptabilisée par la comptabilité publique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un revenu garanti et substantiel pour être des consommateurs. Or, c'est la consommation qui est aussi l'autre pilier du développement. Si vous avez un pays de déshérité, vous ne pouvez pas avoir une grande économie. Parce qu'une économie, pour qu'elle soit forte, il faut qu'il y ait des consommateurs, des gens qui ont de l'argent, qui ont un pouvoir d'achat, qui achètent des produits dans des entreprises et qui permettent à ces entreprises d'investir, de recruter et de développer leur activité, donc de distribuer des salaires. Notre première grande action, quand nous allons arriver au pouvoir, c'est faire basculer ces 9 millions de personnes dans le secteur moderne. Ça, c'est le grand défi que nous allons... Il ne faut pas qu'il y ait un Ivoirien qui ne soit pas identifié avec un métier. Ça n'existera pas. Les gens qui flottent, qui vivent, mais on ne sait pas de quoi ils vivent, et qui ne payent aucun impôt, qui n'ont aucune couverture maladie ou sociale, ça n'existera pas. C'est la première grande chose. Donc l'identification. Et c'est pourquoi ça va partir, c'est un programme global. L'économie aussi doit s'appuyer sur l'administratif. C'est-à-dire tous les Ivoiriens seront identifiés avec chacun un numéro d'identification unique. Et on doit connaître le métier de chacun. Et chacun doit payer l'impôt. Même si c'est 1000 francs par an, tu dois payer. Pour que... Et ensuite, tout ce monde qu'on va faire basculer, il faut les encadrer. En général, dans le secteur moderne, ce sont les gens qui sont dans le domaine de l'artisanat, de la culture, des petits métiers, des micro-entreprises. C'est pour cela que nous allons mettre en place sur l'ensemble des territoires ce que nous avons appelé les chambres régionales des métiers.
et une banque dédiée pour l'encadrement de ce monde-là. De manière à ce que dans chaque région, tous ceux qui sont jeunes planteurs, celui qui fait les produits maraîchers, celui qui est coiffeur, tailleur, réparateur auto, électricien, plombier, ils ont une chambre des métiers où ils sont tous enregistrés. Et la chambre des métiers va les encadrer, va leur dispenser les formations là où c'est nécessaire, va leur apporter les garanties lorsqu'ils ont besoin d'un financement pour développer leur activité. Et progressivement, va faire en sorte que ces métiers-là évoluent et s'améliorent. Donc ça, c'est un axe important, c'est comment nous faisons passer tout le secteur informel dans le secteur moderne. L'autre axe, c'est comment nous soutenons les PME et PMI ivoiriennes pour qu'elles grandissent. Une dimension, c'est d'abord leur accès au contrat d'État, au marché public. Il faut améliorer leur accès au marché public parce que très souvent, ces entreprises sont en concurrence avec des multinationales et cela fait que l'État, qui est un grand investisseur, ne peut pas suffisamment donner de travail aux PME ivoiriennes. Ensuite, il faut aussi améliorer leurs sources de financement. Pour cela, nous comptons mettre en place ce que nous avons appelé un fonds souverain. Le fonds souverain, c'est-à-dire, c'est un fonds qui sera là à la disposition de tous ceux qui veulent investir. Parfois, ce fonds va prendre des participations dans des entreprises conjointes avec des opérateurs privés dans certains secteurs. Aujourd'hui, on a par exemple le secteur des mines qui demande beaucoup d'investissement. Un opérateur ivoirien ne peut pas seul, disons, s'engager et réussir dans ce domaine. Le fonds souverain peut participer à l'entreprise qu'il va mettre en place, peut financer les opérations et progressivement, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, l'État va se retirer pour que des opérateurs privés prennent intégralement la charge de ces entreprises. Ensuite, il faut, au plan structurel, développer la transformation de nos produits locaux. Pas par des grosses entreprises, mais par des petites et moyennes entreprises dispersées sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous produisons beaucoup de choses. Nous produisons du manioc, nous produisons du maïs, nous produisons du riz. Mais ces produits-là, le cacao, le café, mais vous savez, on exporte jusqu'à présent pratiquement plus de 80% de notre cacao en fèves. Et ce sont les entreprises chocolatières qui tirent tout le bénéfice, qui s'enrichissent sur le dos du planteur ivoirien et africain de façon générale. Il faut faire en sorte, et même nous allons prendre une loi, pour que l'État n'exporte pas plus de 50% de la production nationale. Donc il a l'obligation de transformer au moins 50% de la production nationale dans tous les domaines, qu'il s'agisse du café, du cacao, etc. De manière à ce que la valeur ajoutée reste en Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans cette valeur ajoutée que se trouve la richesse nationale, que se trouvent les emplois au profit des jeunes. Ensuite, pour les autres produits, comme je l'ai indiqué, développer un réseau de micro-entreprises. Par exemple, aujourd'hui, je suis président du conseil régional de Morono. Un des chantiers majeurs que nous avons, c'est le développement de la filière manioc. Et même nous sommes pour parler avec des entreprises italiennes, mais nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, il y a des structures de production de technologie locale, IDT, Institut de technologie tropicale, avec laquelle nous sommes, pour développer la filière manioc, c'est-à-dire faire en sorte que le manioc soit transformé, soit en amidon, ou en poudre de manioc, ou en attiéké. L'amidon est développé et recherché par les entreprises pour faire de la colle, pour l'industrie textile, la poudre aussi, pour l'industrie cosmétique, etc. Donc, plusieurs filières. Il y a le manioc, mais il y a aussi le riz qu'il faut transformer. Il y a l'arachide, il y a la tomate. Tous ces produits qui sont des productions locales, il faut développer des réseaux pour que le secteur, les régions ne soient pas seulement des zones d'habitation, mais qu'il y ait des économies régionales. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, dans une région, il n'y a pas d'industrie. Toutes les industries sont concentrées à Abidjan. Tout est concentré à Abidjan. Celui qui cherche un emploi est obligé de venir à Abidjan. Il faut faire en sorte que un fils de Tengrela
puisse trouver à Tengrera une entreprise dans laquelle il peut travailler, une université dans laquelle il peut se former. Et que des personnes, disons des habitants, des populations, puissent même vivre dans leur région jusqu'à leur mort sans forcément avoir besoin d'aller à Abidjan ou à Yamoussoukro. Voilà. En ce moment-là, on va résoudre indirectement beaucoup de problèmes. On va équilibrer d'abord le développement du pays. Les populations ne vont pas être concentrées sur une zone, comme aujourd'hui sur l'ouest, où ils se bagarrent pour la terre, parce que les autres zones, les terres dans les autres régions ne sont plus arables, ne sont plus propices à l'agriculture. Tout le monde se rue vers l'ouest. Et je crains que même demain, ce soit le Libéria que nous envahissons, parce que maintenant nous avons fini de bouffer les forêts de l'ouest. Donc il faut éviter cela. Et donc voilà quelques axes de notre vision stratégique en matière de développement. Donc les atouts sont là. C'est le potentiel économique que nous avons. Nous avons la terre, nous avons les bras, donc une population laborieuse, nous avons des productions locales, il faut donc les développer. Le terme, mais dans les 5 années à venir, nous devons être capables de transformer complètement la physionomie de notre économie. Dans les 5 années. Parce que tout cela exige du courage politique. Et le courage politique, nous l'avons. Et les populations aussi attendent cette révolution. Et dernièrement, j'étais dans le salon du chocolat. Je remarque que je posais plusieurs questions à la ministère, jamais il m'a répondu. Je viens sur vous. Et par rapport au travail et les enfants dans le champ, et qu'est-ce que vous pensez faire après Blota? Son salaire, c'est des enfants, les pauvres, c'est-à-dire comme le retournent à l'ancienne, c'est-à-dire l'esclave, ne travaillent les enfants le champ de cacao et gagnent 1 euro par mois. Qu'est-ce que vous faites pour eux après plus tard? Que comptez-vous faire pour relever le championnat ivoirien en particulier et le football et le sport en Côte d'Ivoire en général? En un mot, quelle sera votre politique sportive? Deuxième question, pourquoi le sport n'est-il pas un sujet de campagne en Côte d'Ivoire? Or, le sport est un vecteur de rassemblement, d'unité nationale et même de positionnement à l'international, sans parler des enjeux économiques et autres. Dernière question, comment allez-vous affronter votre gouvernement, affronter la corruption de diverses formes vis-à-vis des différents fonds que vous comptez mettre en place? En fait, c'est le problème de la corruption dont je parle. Ma question allait porter sur la paix en Côte d'Ivoire et aussi la corruption. Voilà. Et concernant la paix, je me demandais quelle sera votre stratégie pour réunir les Ivoiriens. Parce que actuellement, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, et vous vous rendrez compte qu'il y a une partie de la population qui se dit c'est les autres contre nous. Donc comment résoudre ce problème? Maintenant, la corruption en Côte d'Ivoire a pris une dimension où nous-mêmes on est confrontés à un problème, c'est-à-dire c'est difficile même de la dénoncer. Parce que tu as soit un parent qui est un peu lié ou tout, vraiment c'est vraiment entré dans les familles partout et c'est compliqué ce problème-là. Alors quelle sera votre stratégie pour vraiment désamorcer ça? Parce que je me dis, quelles que soient les idées qu'un homme politique il a, sans un pays en paix et sans la fin de la corruption, je pense que c'est vraiment nul. Mon intervention, c'est par rapport à l'agriculture. Moi, je dirais qu'en tant qu'Ivoirien, nous avons la chance d'être Ivoiriens, de disposer d'une potentialité agricole énorme. Notre petit pays, les 322 000 km² dispose de beaucoup de cours d'eau importants. Je ne vais pas les citer tous ici. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas l'agriculture qui pose problème. C'est la façon dont on a exploité l'agriculture, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est un problème. C'est-à-dire que cette agriculture-là, elle s'est reposée depuis 1900, à partir de 1900, sur le café, le cacao, et etc. Et aujourd'hui, on a enchaîné tout ça sans aucun calcul sur l'agriculture qui a complètement monopolisé toutes les jachères dans le pays. Et donc je pense qu'en arrivant au pouvoir, il faudrait que vous mettiez l'accent vraiment sur l'agriculture. En fait, bon, moi ma question, je vais sortir du contexte. Oui. Et
partie un peu en arrière. En fait, pourquoi en 2015, pendant que vos camarades du FPI estimaient que toutes les commissions n'étaient pas réunies pour participer aux élections, vous avez participé? Vous devez savoir que si je viens là pour parler du président Afi, c'est parce que dans le réseau que je connais, dans le réseau que j'ai monté, même si, comme on le dit, tu es coupable lorsqu'il y a des preuves, s'il n'y a pas de preuves, tu n'es pas coupable. Donc ma culpabilité n'a pas été avérée. J'ai eu un non-lieu. J'ai passé 3 ans de ma vie en prison, à la MACA. J'ai passé 40 mois dans un camp de torture, à l'IGS. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est que la torture parce que vous tous devez imaginer. Mais pourquoi je suis ici, c'est pour vous faire comprendre que ce monsieur, le président Pascal Affi-N'Guessan, dans le réseau que je connais, nous avons un grand estime pour ce monsieur. Pour le sang que j'ai versé pour la Côte d'Ivoire, même n'étant pas politicien, même n'étant pas avec le président Gbagbo, pour ce que j'ai vécu, je viens aujourd'hui pour dire, de sorte que tous ceux qui sont dans les réseaux, tous ceux qui se font appeler cyberactivistes, en fonction des informations qu'ils ont, qu'ils sachent au moins qu'il y a une personne qui a vécu cette crise, qui a une souffrance de cette crise, et qui dit aujourd'hui de croire en ce monsieur par rapport aux informations. Et je vais donner un peu de plus-value par rapport à ce que j'ai vécu, de sorte que les gens puissent comprendre pourquoi je suis. Ça, c'est mon partage. Voilà pourquoi je suis arrivé aujourd'hui, pour le président Pascal Affi-N'Guessan. Ma question, moi aussi, je ferai un petit retour en arrière. Monsieur le Président, vous avez parlé de gagner les élections en 2020. Ma question est de savoir, le FPI, le problème du FPI, on dit chez nous que le poisson, c'est avec son propre eau qu'on le cuit. Donc aujourd'hui, vous êtes en face de nous. C'est la première fois que moi je vous vois. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé au sein du FPI pour qu'il y ait cette décision. Voilà. Parce qu'on dit l'union fait la force. Dans ma deuxième question, nous, les serviteurs de Dieu, ne faisons pas de la politique, nous sommes aussi confrontés à des problèmes graves au sein de la communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Église regroupe beaucoup de monde, du monde. Et souvent, nous jouons le rôle même de conseiller auprès des familles. Nous connaissons leurs préoccupations, mais nous avons les mains liées. Nous sommes désarmés. On n'a aucun pouvoir. Parce que quand on entend des problèmes, l'Église n'est pas là seulement que pour faire des prières. Hein. L'Église joue un rôle important dans une nation. Et quand on écoute les familles, les fidèles, leurs problèmes personnels, ça fait couler des larmes. Alors vous, en tant qu'homme politique, quelle serait votre préoccupation à ce niveau-là? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regroupe, ce n'est pas les chiffres, mais un nombre important de gens qui sont croyants, qui chaque dimanche, 3 fois même par semaine, sont dans les églises pour partager non seulement leur foi, et pour leurs préoccupations personnelles. Donc je vous interpelle, Monsieur le Président, et si vous êtes élu, d'être aussi regardant à ce niveau-là. Et en général, tous ceux qui viennent, qui sont souvent issus du Mali, du Burkina Faso ou des pays limitrophes, ils viennent, en fait, c'est pour s'enrichir le plus rapidement possible. Donc parfois en utilisant une main-d'œuvre composée d'enfants qu'ils font venir de leur pays d'origine. Et ce sont ces enfants qui participent parce qu'en général, toutes ces populations sont dans la cacaoculture. Voilà. Et c'est ainsi qu'il y a eu donc un grand nombre d'enfants qui ont servi dans les plantations et qui continuent de servir parfois clandestinement dans les plantations. Donc ce n'est pas une politique délibérée d'un gouvernement. Mais je crois que c'est l'illustration de parfois l'incapacité de l'État à contrôler justement les mouvements de population sur son territoire. Donc, la solution pour mettre fin à cela, c'est vraiment la maîtrise de l'immigration et la maîtrise du mouvement des populations sur le territoire ivoirien, la maîtrise des activités des populations sur le territoire national. Donc, c'est une question qui interpelle la gouvernance globale du pays. Voilà.
comment on s'organise pour gouverner ce pays de façon, je dirais, responsable, de façon saine, et que le gouvernement contrôle le mouvement. Ici, en Europe, quelqu'un qui arrive dans une ville, le même jour, il est connu des autorités municipales. On sait que celui-là, dans à tel numéro, il y a quelqu'un qui est venu, qui va s'installer, qui sera employé dans telle entreprise, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on ne contrôle rien. Donc, quand on ne contrôle rien, on ne peut pas assurer la sécurité des uns et des autres. Les gens vont et viennent de façon anarchique. Et quand ils arrivent dans un endroit, si ce ne sont pas des gens de bonne moralité, ils peuvent commettre des crimes et puis disparaître. Des gens mènent des activités de façon informelle, de façon clandestine, à l'insu des autorités. Ils peuvent même produire de la drogue pendant des années sans que les gens le sachent, dans un coin du territoire, dans un campement isolé. Donc c'est tout cela qu'il faut organiser et, comme je l'ai indiqué, tout cela interpelle la gouvernance du pays. Il faut structurer l'organisation du pays. C'est une dimension que les États africains ont minimisée quand on a accédé à l'indépendance. Contrôler le pays. Ne serait-ce que même adresser les rues. Aujourd'hui, on est un pays où, quand vous voulez indiquer où vous habitez, vous dites, vous allez au carrefour, quand vous arrivez sur le gros fromager, là, vous prenez à droite, devant, il y a un maraca qui vend du gâteau. Alors, c'est pas de cette façon-là. Si vous donnez ces informations à comment on appelle le système, le GPS, il peut pas se retrouver. Il ne peut pas se retrouver. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut adresser toutes les rues. Il faut immatriculer toutes les résidences. Il faut immatriculer toutes les plantations. Il faut savoir à qui appartient tel mètre carré de terre. C'est-à-dire délivrer des titres fonciers à tout le monde. C'est-à-dire 322 000 km² du territoire doivent être identifiés et chaque mètre carré, on doit savoir à qui ça appartient. Si c'est à l'État, si c'est à M. X, si c'est à une entreprise, tout ça, cela doit être connu. Ce sont des choses que nous n'avons pas priorisées au départ, mais qui apparaissent aujourd'hui comme des freins au développement et comme des sources d'insécurité et, je dirais, même de criminalité. Donc, c'est tout cela qui pourra permettre de mettre fin à ce phénomène. Par exemple, ces exploitants agricoles, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas immatriculés. Ils font des tonnages importants. Ils brassent des dizaines, voire des centaines de millions, mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas fiscalisés. Le gouvernement se contente d'aller au port pour prélever ce qu'on appelle le DUS, droit unique de sortie, sur leur production. Donc eux tous, ils mettent leur production ensemble et le gouvernement prélève sur cette production un droit de sortie puisque c'est exporté et ils se contentent de ça. Ça veut dire que, est-ce que dans cette centaine de milliards, quelle est la part que M. Y a apporté, M. X a apporté, etc. Ce n'est pas important pour l'État. Alors qu'on aurait pu demander à chaque planteur de payer son impôt. De cette façon, on gère les gens de façon individualisée et on peut savoir donc comment ils mènent leurs activités. On peut leur demander d'établir un bilan à la fin de l'exercice. On peut moderniser les exploitations. Mais pour le moment, tout est dans l'informel. Et donc, c'est l'informel aussi qui ouvre la porte à la criminalité, notamment au travail des enfants. Et si on veut sortir de là, il faut donc moderniser les choses. Une organisation, une structuration de l'activité sportive pour faire apparaître soit des catégories sportives, amateurs, professionnels, semi-professionnels, etc. Or, c'est cette activité, cette structuration qui doit être d'abord la base de l'émergence d'une économie sportive. Ensuite, nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire. Et à telle enseigne que donc nous n'avons pas des sportifs de très haut niveau qui peuvent produire un spectacle qui soit économiquement attrayant. Donc, or aujourd'hui, le sport peut être un facteur de résorption du chômage, surtout du chômage des jeunes, un facteur de réinsertion sociale.
Parce que beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas faire des études secondaires, il faut pouvoir avoir des filières à travers lesquelles ils peuvent, peut-être s'ils montrent des qualités, à travers lesquelles ils peuvent devenir demain des sportifs de haut niveau. Donc il faut organiser. Parce que si on n'organise pas cela, on ne peut pas mettre en place une industrie forte. Donc le sport, de la même façon que les mathématiques, que les sciences, doit être une activité qui soit encadrée par l'État et par des écoles. Ici, il y a des écoles. Chez nous, on a décidé de développer un peu le système école-sport, mais ce n'est pas encore généralisé. Voilà. Il faut généraliser cela pour que les enfants qui arrivent au CM2 et qui puissent alterner, pendant même qu'ils font dans le cycle primaire, alterner les sports et les études. Sport et études. S'ils ne peuvent pas réussir dans une matière donnée, on peut les orienter vers le sport. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui peuvent devenir de grands sportifs. Mais il faut leur offrir des infrastructures pour pouvoir leur permettre progressivement d'aller vers... faire comme ceux qui ont réussi. Voilà. Sur le même chemin que ceux qui ont réussi, qui font du sport, aujourd'hui une activité. Or, l'environnement y est favorable, dans la mesure où on a des modèles, des exemples, des sportifs comme Didier Drogba, Yaya Touré, etc., et Talou, donc, qui montrent que dans le sport, par le sport, on peut aussi... et puis les gens sont sur les réseaux sociaux, ils regardent les télévisions internationales, ils entendent parler de Messi, de Ronaldinho, etc. Ils savent que grâce au sport, ces personnalités-là ont acquis une notoriété internationale et que ces personnalités ont des moyens importants. Donc, il appartient au gouvernement, à l'État, de structurer tout cela, de prendre des lois qui organisent le sport, d'investir dans les infrastructures sportives, de renforcer la formation de ceux qui veulent s'adonner à ce sport, de manière à ce que le pays soit un grand pays de sport. En Côte d'Ivoire, on a, dans le passé, montré des capacités. Dans le football, nous sommes parmi, disons, les meilleures nations en Afrique de l'Ouest et même en Afrique de façon générale. Dans l'athlétisme aussi, dans le handball et le basket, un peu moins, mais là aussi nous avons... Donc, on peut faire des choix. Et nous, notre objectif, c'est de faire le choix de 4 ou 5 disciplines sportives dans lesquelles nous allons intensifier nos actions de manière à ce que nous ayons de bons résultats dans ce sport-là. Donc la professionnalisation à travers les écoles d'études, sport-études, et puis aussi l'encadrement des clubs, le renforcement des moyens des clubs, voilà, le renforcement des moyens de la fédération. Parce que là aussi, c'est important. Une équipe ivoirienne qui participe au championnat africain, il faut que cette équipe-là, l'État la soutienne fortement pour qu'elle ait des moyens. On a participé à la Coupe du Monde, mais moi, à ce moment, nous étions au pouvoir. Je sais combien d'argent nous avons mis pour soutenir l'équipe nationale de football. On ne peut pas réussir sans investir. Voilà. Si on n'investit pas suffisamment, on n'aura pas les résultats qu'on attend. Donc, le sport souffre aussi du sous-investissement, du fait qu'on n'investit pas suffisamment dans le sport. D'abord dans les infrastructures et puis dans les activités, dans les championnats. Donc, il faut que l'État puisse renforcer son action dans ce domaine depuis l'école primaire, pour ce qui concerne les enfants, jusqu'à l'université. Parce que l'école, il y a le système de l'OASU qu'on avait mis en place, l'Office ivoirien des sports universitaires. C'est en difficulté, il faut renforcer. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut commencer à mettre en œuvre une politique des sports. La corruption, évidemment, vous l'avez dit, je crois que Nicaise aussi a parlé de la corruption. C'est vraiment le virus des économies africaines. Si nous n'éradiquons pas la corruption, ce serait difficile de sortir de la pauvreté et du sous-développement. Parce que la corruption désorganise l'État. Ce n'est même pas que ça fait perdre de l'argent au pouvoir public.
si vous avez un budget de 8 000 milliards et que la corruption vous prend 30%, ça fait près de 3 000 milliards de perdus pour le développement national. 3 000 milliards de moins pour construire des écoles, des hôpitaux, électrifier des villages, amener l'eau potable aux populations. C'est énorme. Donc il faut d'abord lutter contre la corruption pour ça. Pour que l'argent public serve au développement national, intégralement. Mais il faut lutter contre la corruption aussi pour que ça ne désorganise pas l'État. Parce qu'un pays où la corruption sévit de façon massive, signifie que c'est un pays où il n'y a pas de règles qui contrôlent le fonctionnement de l'État et des structures étatiques. Il n'y a pas de règles. Quand il y a des règles et que les règles sont appliquées et qu'il y a des gens pour les appliquer, il n'y a pas de corruption possible, ou du moins elle est réduite. Là où la corruption sévit, ça veut dire que le pays fonctionne dans l'informel. Le pays fonctionne dans l'informel. Il n'y a pas de règles de marché public. Ou s'il y en a, elles ne sont pas appliquées. Or, l'informel, ça ne tue pas seulement l'économie, ça tue tout. Ça tue tout. Ça tue la sécurité. Quand vous êtes dans l'informel, la sécurité des citoyens ne peut pas être garantie. Parce que si les règles dans l'économie ne sont pas respectées, ça veut dire que les règles aussi de sécurité ne sont pas réglées. Et c'est dans ces pays-là où vous voyez des gens qui conduisent n'importe comment. Dès qu'on les attrape, ils sortent un billet de 1000 francs pour le policier et puis s'en va. Ça veut dire que si même commet un accident, un crime, il va aller voir le magistrat chargé de cela, il lui donne et puis... Donc l'impunité va sévir. Donc la justice n'a plus sa fonction d'être, puisque c'est l'argent qui règle les problèmes. Voilà. Donc c'est le pays qui est totalement désorganisé. Donc c'est pour cela qu'il faut accorder une grande importance à la lutte contre la corruption pour que les règles, pour que l'impunité soit sévèrement sanctionnée et que le pays fonctionne de façon régulière et que la loi soit appliquée dans sa rigueur. Et un pays dans lequel la loi n'est pas appliquée, je ne vois pas comment ce pays peut marcher sur ses deux pieds. Le respect de la loi passe aussi par l'application, la lutte contre la corruption. Et donc, c'est un domaine. Mais pour cela, il faut que d'abord ceux qui sont à la tête de l'État aient la lutte contre la corruption pour, je dirais, axe majeur de leur action. Que ce soit une volonté politique. Si il n'y a pas de volonté politique, là où il n'y a pas de volonté politique, il ne peut pas avoir de résultat politique. Mais quand vous mettez donc à la tête du pays des hommes d'affaires, la lutte devient problématique. Parce que parfois, ils cherchent à utiliser leur position politique pour améliorer la situation financière de leurs entreprises, pour obtenir le maximum de marchés publics, pour payer le minimum d'impôts. Donc tout cela va contribuer aussi à la corruption. Il faut donc des gens qui viennent pour le développement du pays et non pour leur enrichissement personnel, qui ne sont pas impliqués dans les réseaux d'affaires et qui peuvent donc sanctionner, qui peuvent faire appliquer les lois, et etc., etc. Il y a une dimension formation, mais c'est surtout une dimension civique, la formation civique. Faire en sorte que tous les fonctionnaires, tous les officiers de police, tous les magistrats sachent quelles sont les contraintes qu'ils doivent respecter et qu'est-ce que l'État attend d'eux et qu'ils donc respectent leurs règles. Mais au-dessus, qu'il y ait des mécanismes de contrôle. D'abord, des règles bien établies, écrites, parce que quand il n'y a pas de règles, chacun fait ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait des procédures dans l'administration. La procédure de passation des marchés, que ce soit clairement écrit. La procédure de décaissement d'un sou du trésor public, que ce soit clairement écrit. À partir du moment où c'est écrit, on peut mettre en place un mécanisme de contrôle. Est-ce que le milliard qui a été décaissé pour payer telle entreprise a suivi le circuit décrit par la procédure de décaissement? Des gens pour vérifier.
Donc un contrôle. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, il ne peut pas avoir de sanctions. Et quand on sait qu'il n'y a pas de contrôle, même l'agent, le fonctionnaire le plus honnête, progressivement, peut commencer à prendre des libertés avec la bonne gestion des finances publiques. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut faire pour lutter contre la corruption. Bon, j'ai répondu indirectement à la question de Niké Zaka en ce qui concerne la corruption. Maintenant, il a posé une question sur la paix en Côte d'Ivoire. Quelle est notre stratégie? C'est une question qui rejoint celle de peut-être du révérend. Alors, quelle est notre stratégie pour la paix en Côte d'Ivoire? La stratégie doit d'abord découler d'une volonté. Ou bien on est pour la paix et on met en place une stratégie de paix, ou bien on considère la paix comme accessoire et on n'y consacre pas toute l'énergie et tout le génie nécessaire. Donc il faut d'abord prendre conscience qu'on ne peut pas développer un pays sans la paix, sans la stabilité, sans l'harmonie dans le pays, sans l'unité de ce pays, des populations de ce pays. Voilà. On ne peut pas bâtir un pays si on n'a pas une nation qui partage un minimum de choses, qui soit unie autour d'un certain nombre de valeurs communes, qu'on appelle la République. Donc, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec la situation que nous vivons, doit faire de la paix le premier axe de son action. La paix et la stabilité. Parce que derrière la paix, on voit aussi la question de l'unité nationale, de la réconciliation. Parce que c'est parce qu'il y a la division qu'il n'y a pas la paix. Et la paix résultera de la réconciliation et de l'unité du pays. C'est fondamental. Et c'est pour cela que depuis 2013 en particulier, personnellement, j'ai inscrit mon action dans cette direction. Il faut travailler à l'apaisement. Il faut travailler à la normalisation. Il faut travailler à la réconciliation. Parce que sans cela, je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Comment elle peut tirer profit de ses potentialités. Comment elle peut devenir même une nation forte dans la sous-région. Donc, pour cela, par rapport au contexte actuel, j'ai proposé depuis 2013 ce que j'ai appelé les États généraux de la République. Parce que pour moi, les différentes crises que nous avons connues ont révélé et signifient qu'il y a des accords sur la manière de vivre ensemble. Il y a un désaccord. On a des contradictions. On ne se comprend pas sur un certain nombre de choses. On ne partage pas la même vision d'un certain nombre de questions. Donc, il faut refonder le contrat social. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a pas été choisie par les Ivoiriens qui y sont. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que ce pays tel qu'il est n'a pas été choisi par les Ivoiriens. Un jour, les Blancs sont venus, alors que ces populations étaient éparpillées sur le territoire, dans leurs tribus, vivant entre eux, et puis ils ont pris leur armée et ils ont pacifié le pays, ils se sont installés partout. Et puis eux-mêmes, dans ce mouvement, ils ont tracé une ligne au nord, ils ont tracé une ligne à l'est, ils ont tracé une ligne à l'ouest. Ils disent, vous là, vous vous appelez Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez, maintenant, c'est nous qui vous commandons. On a un gouverneur, un garde-cercle là-bas, c'est votre patron. On a un garde-cercle là-bas, c'est votre patron. Et puis ils nous ont commandé pendant près de 50, 60 ans. C'est comme ça que nous-mêmes, nous sommes découverts. C'est comme ça que nous-mêmes, nous sommes découverts, c'est-à-dire que les Aïs ont découvert les Baoulés, ils ont découvert les Ouais, ils ont découvert les Sénoufos, ils ont découvert
Je dis découvert en termes de dire qu'on travaille ensemble. Que maintenant, on a un chef commun. Avant eux, on n'avait pas de chef commun. Chaque tribu avait son chef. C'est les Blancs qui ont été d'abord nos premiers chefs communs. Communs aux Oué, communs aux Koulango, communs aux Hébriers, communs aux Baoulés, aux Agnis. Et puis, dans ce mouvement, comme ils nous maltraitaient trop, on a commencé à se parler entre nous pour dire, bon, comment on fait pour se débarrasser de ces Blancs-là? Puis il y a quelques leaders qui sont sortis pour dire, voilà, moi j'ai une solution. Il a dit, j'ai une solution. Mettez-vous avec moi, on va se débarrasser d'eux. C'est comme ça que progressivement, on les a foutus dehors. Et puis maintenant, on a proclamé notre indépendance, hymne national, tout ça. Mais maintenant, comment on fait pour devenir une nation, historiquement une nation? C'est ce processus-là qui nous confronte depuis, je dirais même, depuis 90, je dirais depuis 1960. De 1960 à 90, celui qui a été à la pointe de la lutte anticoloniale, Houphouët-Boigny, a réussi à se présenter comme le père de famille pour gérer les différentes ethnies de façon très subtile, sans forcément qu'ils soient un peuple uni, mais il les gérait de façon subtile. C'est ce que l'on appelait la démocratie de concordance, c'est-à-dire, bon, vous les ouais, donnez-moi un leader, je vais le nommer ministre, c'est lui qui vous représente. Salut, je donne tout pour vous. Si j'ai besoin de nommer des gens, il me dit quels sont ceux parmi vous qu'on doit nommer à l'université, dans les entreprises publiques, etc. De cette façon, et il fait un jeu d'équilibre. Bon, il faut que je fasse en sorte que tous les groupes ethniques là soient d'accord avec moi, qu'ils ne soient pas trop fâchés. Bon, donc il distribue un peu ici. Donc quand on fait le gouvernement, chacun prend la liste, il regarde qui est son représentant dans le gouvernement. Les BT regardent s'il y a un nom BT dedans. Les Adjoukou regardent s'il y a un nom Adjoukou dedans. Les Sénoufos regardent. Et ceux qui n'ont pas vu leur nom, ils commencent à se plaindre. Nous là, depuis on est dedans, on ne nomme pas nos enfants. Bon. Donc, ce système, il a prévalu et il a pu résister au temps parce qu'à ce moment, la Côte d'Ivoire avait des ressources, il y avait de l'argent, il y avait le miracle ivoirien. Donc, bon, il met l'électricité ici, il fait indépendance tournante. Cette année, on a Korogo, l'année prochaine, on a Man, après, on a Bondoukou. Donc, chaque fois, chacun avait le sentiment d'avoir un peu. Et puis, la crise est venue. Et le système n'a pas résisté à la crise. Il s'est écroulé. Comment on reconstruit? Dès qu'il s'est écroulé, toutes les ethnies se sont soulevées. Chaque ethnie a été libérée. Et c'est le cafouillage. Dans ce cafouillage, au moins le FPI a eu, et Laurent Gbagbo ont eu l'intelligence de dire, bon, réorganisons-nous maintenant autour des idées. Au lieu de nous organiser autour des ethnies, réorganisons-nous autour des idées, autour des projets politiques, pour résoudre le problème du tribalisme et pour refonder la nation. Donc, c'est ce projet-là qui est en cours et qui connaît des difficultés de mise en œuvre. C'est ce projet-là qui est en cours depuis 1990 et qui a été attaqué en 2002. Et qui connaît les difficultés. Parce que face à ce projet démocratique, il y a encore des relents tribalistes ethniques ou ethnicistes qui prévalent. Et par exemple, la rébellion armée est un de ces relents, où les gens sont restés dans leur ancienne philosophie et ils ont même produit une charte qu'on appelait la charte du Nord. Pour dire, nous aussi, c'est notre tour. Nous, on a servi Houphouët-Boigny pendant longtemps. Alassane Ouattara est arrivé. Nous, maintenant, on a notre champion. Il faut qu'on se rassemble. Et c'est écrit. Donc, ce que je dis là, donc, il faut qu'on se rassemble autour de lui pour prendre, nous aussi, diriger aussi la Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi, nous avons des enfants aussi intelligents. Et c'est tout ça qui a débouché sur la rébellion armée. Donc,
nous allons continuer et c'est pour cela que moi je propose les États généraux. Puisque nous avons fait l'expérience, on a vu les conséquences. Tout le monde a compris aujourd'hui que ce n'est pas avoir son fils président de la République qui permet à une ethnie de dépasser les autres et puis de s'accaparer toutes les ressources du pays. Qu'au contraire, cette démarche-là est dangereuse. Parce que la rébellion armée, je peux dire qu'elle a fait plus de mal au nord que dans les autres régions. Plus de mal. Parce que le nord, d'abord, est économiquement moins favorisé que l'ouest ou le sud. Mais en plus, les rebelles sont installés pendant près de 10 ans où il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'école. Les pompes tombent en panne, il n'y a personne pour les réparer, ni pour entretenir les routes, et ça pendant près de 10 ans. Donc, la fin de la rébellion a laissé cette région-là véritablement en lambeaux. Est-ce que ça, en 5 ans, 10 ans, Ouattara peut réparer tout ça? Non. Donc, les gens ont compris. Je crois que tout le monde a compris. Mais pour ça, pour refonder la nation, il faut qu'on se retrouve. C'est ce que j'ai appelé les États généraux de la République. On fait le bilan. On identifie là où ça a dérapé. Quelles sont les causes du mal? Qui sont les victimes de la situation? Comment les compenser? Calmer les meurtrissures? Et puis, quelles sont les lois que nous nous donnons? Quelle est la constitution que nous nous donnons pour refonder un nouveau départ? Et pour faire en sorte que ce que nous avons vécu ne se répète. C'est ça. Il faut ce débat. Il faut ce nouveau contrat social. Et les États généraux, c'est ce que... Et si demain, les Ivoiriens nous portent à la tête, c'est un processus que nous allons mettre en œuvre pour refonder, pour que la constitution ivoirienne soit véritablement le fruit de nos propres réflexions, de notre histoire et de nos ambitions. Parce que la constitution est fondamentale. Comment nous voulons organiser le pays? Et nous avons des idées. Ce pays-là doit être organisé sur une base décentralisée. La décentralisation doit être au cœur de la réforme politique, de manière à ce que chaque région dispose d'une part de la ressource nationale pour son développement, pour se prendre en charge dans toutes les questions qui sont d'ordre local. Que l'école, là, construire une école à, je ne sais pas, Zouan-Ouyen, la décision ne vienne pas d'Abidjan. Construire un centre de santé, la décision ne vient que eux-mêmes, avec leur part du budget national, ils voient là où il faut construire une école, là où il faut forer un puits, etc., etc. Qu'ils aient même des moyens pour l'industrialisation de leur région. Ils ont des jeunes qui veulent transformer le manioc, créer une petite entreprise avec 2 ou 3 millions pour transformer le manioc ou la tomate, qu'auprès du conseil régional, ils aient les ressources pour les accompagner. Des jeunes veulent faire une formation professionnelle, que le conseil régional ait des établissements d'enseignement professionnel, qu'il finance lui-même, qu'il gère pour former les jeunes dans les métiers qui vont permettre donc un développement vraiment décentralisé. On ne peut pas tous aller à Abidjan pour aller chercher du travail. Il faut que chacun puisse trouver du travail là où il est né et là où il a fait sa formation. Donc, c'est la fondation des États généraux de la République. Bon, alors Abel Venance, lui, nous a fait des propositions. En tout cas, merci de ta contribution pour l'agriculture parce qu'elles sont pertinentes. Ce sont des choses auxquelles nous pensons. Et je crois que le développement de l'élevage, du laitier, etc. Merci. Kei. Alors, pourquoi j'ai participé aux élections de 2020 2015, pardon. 2015, pendant que mes camarades ne le voulaient pas. Bah, s'ils avaient tort, c'est pourquoi je n'ai pas suivi. Quand il y a un débat, ils avaient tort et aujourd'hui ils reconnaissent qu'ils avaient tort de boycotter les élections. Donc quand tu es un leader politique, que tu poses un problème, puis tu vois que les gens ont tort, il faut avoir le courage de faire ce qui est bon.
même si tu n'es pas compris sur le champ. Parce que si tu suis la masse, tu vas perdre ton pays. Si tu suis la masse, il y a des situations où il faut suivre le grand nombre. Parce qu'on est tous des démocrates. Mais il y a des situations où, si la décision dépend de toi, que tu suives que en ton âme et conscience, tu prennes la décision que tu considères comme juste pour ton groupe et pour ton pays. Ce problème-là, tous les leaders l'ont. Hein? Tous les leaders le rencontrent tous les jours. Le problème de la décision politique. Et c'est ça aussi qui détermine l'avenir d'une communauté. Il y a des situations qui sont dans la vie, il y a des moments qui sont cruciaux pour un pays. Des moments qui sont cruciaux pour un pays. Des moments où la décision que vous allez prendre là, c'est ça qui va vous sauver ou vous perdre. Vous sauver ou vous perdre. Hein? Et dans ce cas-là, toi qui es devant, il faut avoir le courage de prendre la bonne décision. Même si tu n'es pas compris sur le champ. Nous avons vu ce même moment en avril 2011. En avril 2011, on avait ce même moment. Pendant la crise. Quand toute la communauté s'est liguée pour nous demander de partir. On avait ce même moment. On fait quoi? On part ou on ne part pas? En fonction de la décision, et je peux même dire que la décision que nous avons prise a failli nous perdre. Moi, je suis convaincu que si on avait fait autrement, peut-être que même en 2015, on serait revenu au pouvoir. Je ne suis pas devin, c'est pourquoi je mets peut-être. Mais je suis sûr qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Pour nous qui avons survécu, je ne sais pas s'il y a pire situation que celle que nous avons connue. Mais on pouvait faire autrement. On pouvait ne pas être aujourd'hui en train de courir derrière la CPI, de faire ceci, de faire cela, faire 8 ans de prison. Et puis on ne sait pas quel est l'avenir. Et puis ça continue de peser sur le pays. Les élections de 2020 arrivent, on a tous peur. C'est à cause de la décision que nous avons prise en 2011. 9 ans après, on traîne le boulet de cette décision. Et on se pose toujours des questions. Donc, si même on a fait ça, est-ce qu'on amplifie ça ou on stoppe? Moi, j'ai décidé de stopper. Parce que je ne vois pas ce que le FPI en tant que parti gagnait dans l'amplification de la crise. Et ce que le pays gagnait dans l'amplification. On est déjà en lambeaux. Le 11 avril, tout le monde a fui. Le FPI a été dispersé. Ceux qui avaient des jambes se sont retrouvés au Ghana, au Togo, etc. C'était même en France ici. Ceux qui n'ont pas de choses se sont retrouvés au pays. Ceux qu'on considérait comme un peu dangereux, qu'il faut neutraliser, on les a attrapés, on les a jetés en prison. Tout le monde s'était terré. Pendant plus de 2 ans, personne ne pouvait sortir avec t-shirt FPI ou Gbagbo dans la rue. Alors, Dieu a fait grâce, je sors vivant de la prison. Et puis les gens disent, prends fusil pour aller combattre Ouattara. Il a dit, moi seul. Les gens sont partis, moi seul là. Que je réussisse là où nous tous, avec l'armée ivoirienne, avec tout l'argent de Côte d'Ivoire, on est joué. Vous voulez que moi seul, j'aille faire ce travail? Parce que c'est ça.
C'est ça la problématique de la crise au FPI. J'ai dit, c'est vrai qu'on est fâché, on est meurtri, on a la rage au cœur. Mais il y a des situations où ce n'est pas une affaire de rage. Ce n'est pas une affaire de mettre dessus. C'est une affaire de voir clairement la réalité. Et puis de voir ce que tu fais. Parce qu'on est comme un boxeur qui sort KO d'un combat. Toi-même, quand on t'a envoyé à l'hôpital, là même, tu n'étais même pas conscient. 3 jours après, parce qu'on t'a remonté un peu, on te dit, il sort, et puis tu dis, où est l'Américain là? Tu n'as pas l'affronter. Va te reposer. Va te soigner. S'il te faut même 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te soignes, tu te reprends, tu reprends tes entraînements, jusqu'à quand tu as vu que maintenant là, je suis prêt au combat revanche, à ce moment tu dis à ton manager, bon, je suis prêt, le gars là n'a qu'à venir encore. Tu n'as même pas guéri, et toi on te pousse dans le dos, mais les gens ils veulent qu'on te tue. Donc, moi, j'ai participé aux élections parce que il n'y avait pas autre chose et parce que je ne voulais pas laisser le champ libre aux gens. Si je ne vais pas, eux seuls, ils prennent le pays. Parce que ça veut dire qu'on a nous-mêmes, on a fui et puis on a laissé les autres prendre le pays tout entier. Ils auront tous les députés, ils auront tous les maires, ils auront tout. Et ils font ce qu'ils veulent. On n'a aucun élu sur le territoire. Et même la campagne, on n'est même pas présent. Donc nos militants là, c'est eux qui vont voter pour eux. Nos responsables locaux, c'est eux qui vont voir, bon vous, c'est vous, bon venez, on va vous donner ceci, soyez nos acteurs électoraux. Et ils démantèlent nos structures, ils recrutent. Nos militants, nos cadres basculent dans leur camp. Donc la participation aux élections, la première chose, le premier objectif, il faut préserver ces troupes. Si je suis candidat, je vais préserver mes militants. Puisque j'ai ma fiche, donc mes militants, ils vont voter pour moi, ils ne vont pas aller. Si je ne suis pas là, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Si je suis là, je les préserve. Je préserve mes cadres. Parce que si tu dis que tu ne vas pas aux élections, il y a des cadres qui sont prêts. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, ils sont sur le terrain dans la perspective d'être candidats à la députation ou à la mairie. Et puis ça arrive, tu ne veux pas. Ils vont te quitter pour aller se présenter soit indépendant ou bien sous la bannière d'un autre parti. Donc si tu ne veux pas qu'ils quittent, tu te présentes, tu es candidat et eux, ils vont se présenter. Ensuite, si on a des élus, c'est bon pour nous. Parce que dans la situation dans laquelle on a, si on a un lot important de députés, ils peuvent avoir une voix plus forte pour dénoncer ces situations. Si même il y a des prisonniers politiques, ils peuvent, s'ils parlent, ça a une plus grande force pour demander la libération des prisonniers. Ils peuvent faire des missions dans le pays, ils seront reçus en tant que députés pour poser le problème de leurs camarades qui sont en difficulté, qui sont en exil ou qui sont en prison. Et puis si vous avez des mairies et des conseils régionaux, ça vous permet d'avoir une part du budget national pour aider des gens sur le terrain qui vont donc être rassemblés autour de vous. Et c'est vous qui parlez. Et donc vous avez le contrôle au moins d'un certain nombre de territoires. Aujourd'hui, moi je suis président du conseil régional. Mais c'est moi qui est le patron dans le Moronou. Même les gens du pouvoir, là, s'ils veulent venir là, ils sont obligés de demander où je suis. Avant de rentrer dedans. Donc, ça te donne un pouvoir politique. Donc, c'est pour toutes ces raisons, j'ai dit aux camarades, c'est vrai qu'on est fâché, que certains sont en prison, que Gbagbo est à La Haye, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit boycotter les élections. J'ai même donné une formule. J'ai dit, la politique, là, ce n'est pas comme à la maison. À la maison, quand un enfant est fâché, on l'appelle pour manger, il dit, mange pas. Tu es fâché, il ne mange pas. À la maison, la maman, comme elle sait que de toute façon, vers 19h, 20h, il va avoir faim, elle garde un peu à manger quelque part.
Et puis, à un moment, il va le voir en train de tourner, c'est qu'il a faim, il cherche à manger. En politique, si tu dis que tu es fâché, que tu ne manges pas, les gens mangent tout. Ils ne te gardent rien. L'année suivante, ça vient encore. Tu dis que tu ne manges pas, ils mangent tout. Tu vas faire comme ça, gars, tu vas mourir de faim. C'est ça la politique. Si tu dis que tu ne fais pas, les gens même vont fêter avant même le jour du vote. Parce qu'ils savent que c'est garanti. Donc, il ne faut pas qu'on croie qu'en boycottant, ça va émouvoir les gens. Il y en a qui disent, non, si on boycotte à l'époque, si on boycotte, les Blancs vont dire que Ouattara, il ne sait pas minorité ou je ne sais pas quoi, et puis, je ne sais pas s'ils vont le chasser ou quoi. Je dis quoi? C'est boycott. Les Blancs, là, quand ils prenaient l'avion pour bombarder la maison de Ouattara, là, vous n'étiez pas là. Et de Gbagbo, vous n'étiez pas là. Des gens qui ont pris avion de guerre pour vous faire la guerre, et puis vous arrêter, vous mettre en prison. Et vous dites que si on boycotte les élections, ils vont chasser Ouattara. Il y en a qui disent, si on boycotte les élections, ils vont libérer Gbagbo. On a fait tout ça. La situation est là. Je crois qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris qu'ils n'avaient rien compris au départ. Aujourd'hui, là, ils ont compris qu'ils n'avaient rien compris au départ. Et c'est pour ça que maintenant, on peut s'asseoir pour parler. On peut s'asseoir pour parler, pour se mettre d'accord, pour dire, bon, maintenant, on fait quoi? Après tout ce temps d'incompréhension, maintenant, au moins, on voit clairement que l'affaire, là, c'est vraiment la politique. Et que la politique, ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas au premier niveau. C'est au deuxième, troisième niveau. Si tu vois les choses superficiellement, tu réagis superficiellement, c'est que tu n'es pas encore en train de faire la politique. Parce que la politique se conçoit dans le temps, sur le moyen long. Il y a celui qui fait bonne politique, quand il pose un acte ici, toi tu es là, tu dis, mais où il va? C'est pas là-bas où on devait aller. Mais lui, il sait. Parce que la politique, ce n'est pas la ligne droite qui est le plus court chemin. Parfois, pour aller à droite, tu vas d'abord aller à gauche. Et celui qui ne comprend pas, il dit, mais pourquoi il va à gauche alors que voilà l'objectif? Mais lui, il sait que là, la ligne droite, là, si tu l'empruntes, tu vas mettre plus de temps que si tu vas contourner. Parce que les obstacles que tu vas rencontrer sur cette ligne droite-là, il y en a même que tu ne pourras pas surmonter. Donc, il faut passer par ailleurs. Il faut contourner. C'est ce que j'ai essayé de faire et j'essaie de faire. Contourner, avoir les gens à l'usure, parfois faire preuve de ruse. C'est tout ça la politique. Donc, et quand tu sais ça et que tu vois que les autres ne savent pas, mais tu restes ferme sur tes positions. Parce qu'il y a des fois où si tu expliques même à tes gens, ton plan là, ne marchera plus. Parce qu'un plan, c'est ce qu'on garde secret. Bon, Simplice. Moi, je n'ai pas de regret. Quel est votre plus grand regret? J'ai le défaut de ne pas avoir de regret. J'ai la faiblesse de ne pas avoir de regret. Je n'ai pas de regret, ni sur les épreuves, ni sur les succès. Parce que dans la vie, les épreuves font partie de ta vie comme les succès font partie de ta vie. Et les épreuves sont celles qui construisent tes succès. Celles qui fortifient ta personnalité. Celles qui éclairent ta pensée. Et celles donc qui te permettent de mûrir. C'est ça. Je ne vois pas quelqu'un qui a été un homme important dans la vie sans épreuve. Sans épreuve. Donc il ne faut pas avoir peur des épreuves. Et il faut savoir d'ailleurs que chaque fois qu'il y aura une épreuve, c'est une opportunité que le destin te donne de développer tes capacités pour les surmonter et avancer. Donc il ne faut pas avoir peur et fuir. Parce que quand tu fuis les épreuves, que tu cherches des solutions de facilité, tu n'arriveras jamais. On n'arrive jamais par les solutions de facilité. Donc c'est pourquoi je ne peux pas avoir de regrets parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Au contraire. Au contraire. Parce que le problème c'est que chaque fois que tu surmontes une épreuve,
tu es illuminé. Tu grandis. Parce que tout le monde découvre tes capacités. Tu émerges du lot. Tu émerges du lot. Tant que vous n'avez pas subi des épreuves, vous n'émergez pas du lot. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition africaine, il y a les rites initiatiques. Voilà. Les rites initiatiques pour faire passer une génération d'une situation donnée à une autre situation. Celui qui a fait ces rites, il a une place à part, une place différente dans la société. Celui qui ne l'a pas fait, il est donc considéré autrement. Voilà. Donc, c'est pour cela que, personnellement, je n'ai pas de regrets. Je considère que c'est tout ça qui construit la personnalité, qui construit l'histoire d'un homme. Mais tu es un homme, on va parler de toi. Mais quels sont les faits qu'on va évoquer pour parler de ton histoire? Tu n'as pas fait la Deuxième Guerre mondiale. Pour qu'on dise, voilà, c'est lui qui a pris telle Bastille. Bon. Tu n'as pas fait une découverte scientifique comme Einstein. Bon, alors, toi là, quels sont tes faits de guerre? Bon. Tu es qui même? Moi là, j'ai fait la prison, c'est devenu un galon. Un galon, surtout quand les gens savent que j'ai mis une prison politique. C'est un galon. Et puis je suis attaqué de toutes parts pour les gars. Je leur dis merci. Parce que quand on va sortir et puis on va faire l'unité, on va dire, ah, le monsieur là, vraiment, il n'est pas tombé, il n'a pas été déraciné. Il a réussi quand même à trouver un terrain d'entente avec ses camarades de parti. Ça aussi, c'est un fait qui va être évoqué. Voilà. Donc, bon, merci Akmel, commando bengiste. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Merci de ton témoignage. Et j'espère qu'un jour, on va se retrouver pas trop lointain en Côte d'Ivoire pour continuer le combat qu'on a mené. Et Yako pour toutes les souffrances que tu as endurées pendant toutes ces années. Révérend, bon, je crois que vous avez tout dit sur la mission que vous avez, le rôle que vous jouez. On ne peut que vous saluer. Parce que dans des moments de crise comme celui que le pays a connu, vous avez un rôle important à jouer pour apaiser les cœurs, voilà, pour donner des motifs de croire et de vivre à nos compatriotes. Voilà. Parce que l'homme est essentiellement spirituel. L'homme est essentiellement spirituel et la spiritualité joue un rôle important, et surtout en Afrique. Surtout en Afrique où nous sommes très attachés au transcendant. Voilà, tout ce qui nous transcende, nous sommes très attachés à ça, nous sommes très attachés. Et donc, quand des situations comme ça arrivent, ça devient le recours. Quand nos frères, nos sœurs nous ont créé des injustices et que nous n'avons plus confiance, c'est à Dieu qu'on s'accroche. Voilà. Et puis on a des problèmes sociaux. Il faut aussi une espérance. Il faut aussi une espérance. Et c'est bon pour nous qui sommes chrétiens, mais c'est aussi le message du christianisme, l'espérance. Voilà. Pour dire que tout est possible, pour dire qu'il ne faut pas désespérer. Il faut croire en l'avenir, il faut savoir que demain peut être meilleur. Donc, moi, je vous encourage à continuer. Nous aussi, en tant qu'hommes politiques, nous allons travailler sur le temporel, sur la vie de tous les jours. J'ai indiqué un peu ce que nous allons faire. Et ça nous tient à cœur parce que la Côte d'Ivoire a des potentialités. Les Ivoiriens peuvent vivre mieux qu'ils ne le vivent à l'heure actuelle, mais il faut une bonne politique. Et il faut des politiciens, des hommes politiques engagés en faveur du bien-être de leurs compatriotes. Et ça, c'est la leçon que nous tirons. Donc, sachez que nous sommes engagés pour accompagner, sinon poursuivre le travail que vous faites. Mais en tout cas, déjà, merci. Et puis, si vous pensez qu'il y a des choses spéciales, particulières que nous pouvons faire, bon, nous sommes là, disponibles. Nous qui sommes venus, tous ceux qui peut-être jusque-là n'avaient pas compris ou bien qui n'étaient pas d'accord avec la vision que j'avais, je voudrais surtout les saluer, ceux-là,
parce que leur présence, pour moi, est un message, est un signe de ce que nous avançons. Alors, pendant tout ce temps, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de propos ont été tenus, et certains ont pu se sentir vexés, surtout après ma visite manquée à Bruxelles. Certains ont pu se sentir vexés par les propos que j'ai tenus de retour en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment dire toutes mes excuses à tous ceux qui se sont sentis vexés à tout ce que j'ai pu dire à cette occasion. Celle que j'ai vécue ici à Paris, on peut se sentir excédé, on peut se sentir injustement méprisé, et donc des mots inadéquats peuvent vous échapper. Je voudrais que ceux qui ont été vexés et qui ont éprouvé une frustration ou un sentiment quelconque vis-à-vis de cela, je voudrais vraiment leur dire toutes mes excuses et dire que notre sentiment n'était pas, notre volonté n'était pas d'insulter qui que ce soit, mais d'exprimer une situation d'injustice que nous avons considérée comme inappropriée. Ceci dit, encore une fois, merci aux uns et aux autres. Et à très bientôt, peut-être en Côte d'Ivoire.